Nous sommes toujours en direct du Sonar Plus 10 sur le plateau média organisé par Culture Veille et le ministère de la Culture pour cette première déclinaison internationale du forum Entreprendre dans la culture à Barcelone. Nous venons d'aborder le sujet du futur de la réalité virtuelle avec Paul Raphael à travers le prisme de son contenu, de l'évolution de son contenu. Et nous allons maintenant aborder le futur de la réalité virtuelle sous l'angle de ses nouveaux usages avec Gabriel Lecup. Bonjour Gabriel. Bonjour. Vous êtes coordinateur chez Broomix, une start-up espagnole qui a décidé de créer un dispositif de réalité virtuelle sans casque. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Évidemment. Je vais commencer par une parenthèse. C'est difficile pour moi de parler après Félix et Paul, donc je vais faire de mon mieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, parce que c'est quand même pour nous, pour toute la communauté de la réalité virtuelle, c'est les pionniers. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, donc c'est vrai que nous, on fabrique un projecteur de réalité virtuelle. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ce qu'on essaye de faire, c'est d'enlever les lunettes de la réalité virtuelle. On aime beaucoup la réalité virtuelle, on n'aime pas les lunettes et on n'est pas les seuls. Pour le moment, les chiffres estimés sont que 85% des gens qui essayent les lunettes ne les aiment pas et ne les utiliseront pas et ne les achètent pas. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est un coup dans l'aile pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire que les chiffres qu'on nous avait annoncés il y a 2-3 ans n'ont pas été atteints, loin de là. Voilà. Donc, est-ce que c'est la fin de la réalité virtuelle ? Je pense que j'ai rien d'autre à dire que ce qu'a dit Paul juste avant. Pour résumer, non, c'est impossible que ce soit la fin. Ça peut que évoluer. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des solutions pour que la réalité virtuelle continue sans les lunettes. Les problèmes des lunettes, en gros, rapidement, c'est qu'on est seul déjà, donc c'est une expérience solitaire. On est isolé dans le monde virtuel, on est seul dans ce monde virtuel, et le monde virtuel et le monde réel ne sont pas connectés. Ça, c'est la réalité virtuelle. La réalité augmentée, c'est différent, mais voilà. Et après, il y a aussi des choses qui sont, on dirait des détails, mais c'est des choses d'usage. Par exemple, on ne peut pas mettre les lunettes pendant plus de 20 minutes, ce qui veut dire qu'il y aura, pour le moment, avec les lunettes, on ne peut pas faire un long métrage avec les lunettes. Un autre exemple pour les enfants de moins de 13 ans en Europe, c'est très pas recommandé de les utiliser. Simplement parce que c'est quand même assez bizarre de mettre des pixels à quelques centimètres des yeux et qu'on n'a toujours pas vraiment d'études sur les effets psychologiques et physiologiques des lunettes. Donc encore une fois, si pour les enfants c'est interdit, qu'on ne peut pas faire plus de 20 minutes, ça veut dire que par exemple Disney ne pourra jamais d'utiliser la réalité virtuelle. Pour le moment avec les lunettes. Ensuite, pour les personnes plus âgées, ils sont très réticents à les mettre. Et pour les gens qui sont entre les deux, on voit très bien que les gens ont essayé les lunettes, mais il n'y a aucun usage quotidien. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est un projecteur de réalité virtuelle avec une lentille fisheye qui permet de projeter à plus de 180 degrés d'ouverture. Ce qui veut dire qu'avec un seul projecteur, on peut projeter sur 3 murs et le plafond d'une habitation normale, d'une habitation, excusez-moi, je parle espagnol en ce moment, d'une pièce normale. Donc ça peut être le salon privé, ça peut être des chambres d'hôpitaux, des chambres d'hôtel, ça peut être des lobbies, etc. Et votre produit, donc, il est lancé, votre dispositif, vous l'avez déjà testé auprès de personnes dans certains endroits ? Tout à fait, il est lancé. On est une petite entreprise pour le moment. On a déjà fabriqué 20 unités qui sont installées. On n'en a que 2 qui sont chez nous dans notre showroom ici à Barcelone et qu'on utilise pour les locations et pour les démos, etc. Mais autrement, les 18 autres unités sont installées. Alors, une bonne partie dans le secteur hôtelier, parce que c'est de là où on vient, et aussi pour une autre raison, c'est que ça répond à cette question-là, c'est-à-dire quand on a un projecteur dans une chambre d'hôtel, on atteint des centaines de personnes potentiellement à cause du turnover de tous les gens qui rentrent. Et aussi, les gens qui vont consommer la réalité virtuelle ne sont pas des gens qui le consomment d'habitude et qui ont fait l'effort d'aller acheter des lunettes. Ça peut être un couple de personnes âgées, ça peut être des enfants, ça peut être un peu de tout. Donc, évidemment, pour nous, ça nous permet d'avoir un feedback et de continuer à développer notre produit, ce qui est très, très intéressant. Ça, c'est pour le secteur hôtelier. Après, on a dans d'autres secteurs. Et on peut être jusqu'à combien à vivre cette expérience dans une pièce avec le dispositif ? Alors, pour vous donner un exemple, là, pendant qu'on parle, notre projecteur est en train d'être utilisé pour une présentation d'une grosse entreprise d'alimentaire et pour une présentation de produits où il y a 30 personnes dans la salle. D'accord.
Et alors, est-ce que le ressenti, l'expérience qu'on vit quand on utilise cette réalité virtuelle-là, est-ce que le ressenti est différent de celui avec des lunettes? Est-ce qu'on peut transmettre de nouvelles choses? Oui, tout à fait. C'est différent. Alors, c'est lié, mais c'est différent. Déjà, il y a tout ce dont je parlais avant, on n'est pas isolé. Donc ça veut dire par exemple qu'on peut discuter avec la personne qui est à côté. C'est pas sympa de discuter pendant les films, mais on peut avoir un contact visuel. Dans une famille, ça peut être avec les enfants. Donc ça c'est déjà une grosse différence parce qu'on est dans le monde virtuel, mais en même temps dans le monde réel. Donc au niveau, on va dire, du concept, c'est complètement différent. Et au niveau du ressenti, ça change aussi. Sur le ressenti, on essaye de rajouter aussi des couches sensorielles et de perception. Par exemple, évidemment, il y a de l'audio qui est intégré, mais on utilise aussi d'autres éléments. On travaille avec une boîte française qui s'appelle Sentis, qui ont fait un projecteur d'odeur. C'est les seuls à avoir résolu le problème. Le problème, ça n'a jamais été de mettre une odeur, c'est de l'enlever. Eux, ils ont résolu ça. Et donc, on travaille avec eux, c'est-à-dire qu'on synchronise au timeline près, c'est-à-dire comme un fichier de sous-titres, des odeurs qui ont à voir avec ce qu'on voit et ce qu'on entend, et aussi beaucoup d'autres éléments, des ventilateurs, des sprinklers d'eau, etc. Donc c'est un peu une expérience très immersive et partagée. Et donc là, vous avez choisi de participer au Sonar Plus 10, un festival de musique électronique. Vous participez au Startup Garden, donc, qui est un espace dédié à l'écosystème entrepreneurial, à la Startup Competition. Vous êtes finaliste de cette compétition. Vous pitcherez cet après-midi pour gagner des prix, de l'incubation. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à toute cette aventure ? Alors ici, on est ici pour 3 raisons, pour rencontrer 3 genres de personnes, on va dire. Des clients potentiels, évidemment, et ça marche très bien pour le moment. Aussi, parce que dans l'événementiel, c'est une solution qui est très appréciée. Aussi des investisseurs, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où on rencontre les investisseurs, donc mon collègue qui s'occupe de ça collectionne les cartes de visite. Et des créateurs de contenu. Évidemment, Félix and Paul serait incroyable. Donc, comme j'ai réussi à lui parler juste avant, je suis encore ému. Voilà, donc les créateurs de contenu, pour nous, c'est très important. On s'attendait surtout à ça au Sonar parce que la réalité virtuelle est mise en avant et les gens viennent, les créateurs de contenu, pour alimenter notre plateforme et notre projecteur de contenu. Et est-ce que vous êtes développé, vous projetez, ou est-ce que vous avez commencé à vous développer à l'international ? On développe déjà à l'international. Ça allait plus vite que prévu. En fait, on a des demandes du monde entier, plus que ce qu'on peut résoudre. Parce qu'on est une petite boîte, chaque projecteur est fait à la main. Voilà, ici, à Barcelone. Donc oui, on est à l'international. De fait, sur les 18 unités installées, il y en a 3 en Espagne et le reste dans le monde entier, de la Finlande au Mexique. On va envoyer là, dans quelques jours, une unité au Québec. Enfin, voilà, donc il y en a vraiment partout, oui. Et alors, est-ce que c'est compliqué quand on est une jeune start-up espagnole dans la réalité virtuelle, donc dans l'innovation, de trouver des financements et de lancer son activité ? Oui, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que dans d'autres marchés. Mais c'est équilibré par le fait que la réalité virtuelle, ici à Barcelone, donc l'Espagne, après, à Barcelone, il y a quand même, c'est une ville qui développe beaucoup de technologies. Le quartier où nous sommes installés, c'est vraiment un hub technologique et très très actif. Donc ça nous aide. Mais c'est vrai que pour la levée de fonds, c'est plus difficile. Simplement, je vais vous donner un très bon exemple, c'est que aux États-Unis, on appelle ça venture capital. Venture, ça veut dire aventure. Ici, on appelle ça un capital risque. Donc c'est vraiment pas du tout la même approche et évidemment sur les chiffres, en gros on peut diviser par 5 ce qu'on appelle une série A ici, c'est un 5e d'une série A aux États-Unis maintenant. Je parle des États-Unis mais en fait en Asie c'est la même chose. Donc voilà. Est-ce que pour terminer vous auriez un conseil à donner aux startups qui sont ici, qui souhaitent se développer à l'international et développer leur activité dans ce domaine ? Alors, nous, on est plutôt ici pour recevoir les conseils, donner un conseil. Je dirais qu'il faut savoir très bien ce qu'on cherche. Et donc, c'est pas la communication qui va être confuse si nous, on n'est pas confus sur notre stratégie à long terme. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. C'est-à-dire que si nous, on sait et qu'on est sûr de ce qu'on fait,
C'est pas une question de passion seulement. Je veux dire, sur de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait une analyse de marché, qu'on sait et qu'on pense vraiment que notre solution est efficace. Dans notre cas, c'est le cas. C'est-à-dire que nous, on est très confiants sur notre équipe et sur notre produit. Après, évidemment, c'est toujours très difficile d'être une start-up parce qu'on est des petits qui essaient de jouer avec les grands. Donc, et évidemment, ça veut dire qu'il y a énormément de gens autour aussi qui essayent de prendre une part du marché et tout ça. Donc, c'est difficile de savoir qui est qui à notre niveau. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne chance Merci. pour le Startup Garden, pour la finale qui a lieu cet après-midi. Et puis, bon sonar. Merci beaucoup. Merci.